Si vous vous intéressez un minimum à la bourse, vous êtes sûrement tombé sur des vidéos qui parlent de stratégie de dividendes. Et si vous avez un PEA, vous vous dites sûrement, est-ce qu'il ne serait pas possible effectivement de faire cette fameuse stratégie dividende, mais sur le PEA avec l'avantage fiscal? Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo, car dans cette vidéo, je vais justement vous faire la liste des différents ETF dividendes disponibles sur PEA. Et sans plus tarder, c'est parti. On se retrouve une nouvelle fois sur Just ETF. Donc pourquoi on est dessus? Tout simplement parce que c'est le meilleur site si vous voulez trouver votre ETF, qu'il soit distribuant, capitalisant, qu'il ait une réplication physique, synthétique, bref, peu importe. Euh, voilà, franchement, c'est le meilleur site. Donc j'ai fait quelques petits paramètres que j'ai pris en compte, hein. On va dire j'ai fait une première sélection. Donc j'ai d'abord sélectionné donc, les ETF donc, disponibles sur PEA, éligibles PEA. Ensuite j'ai sélectionné la distribution de dividendes. Au niveau de l'encours, plus de 500 millions, parce que plus l'encours est important, moins il y a de risques, tout simplement pour l'émetteur. Ensuite, la durée, plus de 5 ans d'ancienneté, parce que pareil, hein, plus l'âge du fonds est ancien, plus c'est sécurisé, entre guillemets, normalement. Et ensuite, j'ai choisi les actions. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement tout sélectionner, et l'avantage, c'est qu'on peut tout comparer. Donc, on va aller là-dessus, et on va faire afficher la comparaison détaillée de la sélection. L'idée, ça va être de faire un petit tri de ces 20 ETF et vous allez voir un petit peu. Donc voilà, comparaison détaillée. Actuellement, le nombre d'ETF pour la comparaison détaillée est limité à 20. Bon, ce n'est pas grave. Je pense qu'on a déjà une bonne sélection d'ETF qui ont été pris en compte. Donc là, on peut voir tous nos ETF dividendes disponibles PEA. Alors attention, bien entendu, j'ai fait la même erreur au départ, c'est qu'en fait, tous les ETF dividendes que je trouvais sur Internet ou que je trouvais via Perplexity ou Claude lorsque je posais des questions et que je regardais sur mon courtier Bourse Direct, parfois, eh bien, les ETF, il y en avait qui ressortaient, qui étaient anglais, qui étaient suisses, donc non européens. Et en fait, eh bien, ben voilà, je ne savais pas du coup si c'était si le site s'était trompé ou si l'information était fausse. Et en fait, je pense que c'est juste le courtier sur lequel je suis qui ne propose pas cet ETF. Ça doit sûrement être ça. Donc faites attention, il y a certains ETF dividendes à la fin ou même là que vous voudrez acheter et qui ne seront pas disponibles sur votre courtier XTB, sur votre courtier Bourse Banque, Bourse Direct, etc. Petite parenthèse. Donc là, du coup, on se retrouve avec eh bien, nos 20 ETF. Alors là, le truc, c'est que... Ok, d'accord. Donc, il y a 7 parties et on est censé avoir les 20 ETF. Ok, donc là, on peut voir un peu le graphique. On peut voir en tout cas que l'ETF qui ressort le plus du lot et vraiment de loin, c'est le InShare Euroc Stock Bank 30 et 15 UCIT. Donc, où est-ce qu'il est? Parce que là, par contre, ça va être un peu plus compliqué de trouver les ETF en question. Euh, donc, il est en rose. Donc, il est juste ici. Il a fait plus de 40%. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc là, on peut voir plusieurs choses. On peut déjà voir les prix. On peut voir le changement quotidien. On peut voir les fonds, les tailles de fonds qui sont très très importants. C'est pour ça que moi, je privilégie les fonds qui ont au moins 500 millions de capitalisation. C'est beaucoup plus sécurisant. Et là, on peut voir que voilà, il y a des fonds qui sont quand même assez solides. Et le fonds le plus solide, c'est celui-ci, hein, tout simplement. Ensuite, on a les frais totaux. Donc là, il fait du 0,09%. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et on peut voir que les frais sont assez faibles. Bon, à part lui qui commence à piquer un 0,52. Mais dans l'ensemble, c'est quand même assez faible. Et c'est l'avantage des ETF. Aussi, autre chose, il y a beaucoup de personnes, je trouve, beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils veulent se verser des dividendes, font vraiment un portefeuille full action dividende. Et c'est compréhensible. Pourquoi? Parce que certes, les portefeuilles d'actions sont légèrement performent normalement un petit peu plus parce qu'il y a plus de risques. Par contre, c'est plus risqué parce que du coup, tu sélectionnes individuellement tes actions. Et autre chose qui est, je pense, une des choses les plus importantes, et c'est pour ça qu'ils partent sur des actions et non sur des ETF, c'est que sur les actions, tu n'as pas de frais. Sur les ETF, tu as des frais. Donc plus tu as d'ETF, plus tu possèdes d'ETF, plus tu as de frais qui te sont prélevés en plus des impôts si tu es en France ou voilà. Après, si tu es dans un pays avec zéro impôt, bon ben, tu peux te permettre de payer quelques frais, c'est pas ça qui va changer le monde. Mais voilà, il faut prendre en compte les frais qui, quand même, gravitent, mangent un petit peu de performance à la différence des actions individuelles.
Petit aparté. Donc là, du coup, on a un peu la liste des descriptions des indices. Donc c'est principalement, ça vise l'Europe et la France, hein, voilà, ça va pas très loin, puisqu'on est sur des ETF qui versent des dividendes sur le PEA. Donc voilà, voilà, donc on a des petites et moyennes capitalisations européennes, on a des ETF qui suivent les meilleures entreprises ou françaises européennes. Voilà, c'est dans le même secteur, hein, ça vise le même secteur, la même thématique. Ensuite, on a la méthode de réplication. Donc, on peut voir que là, c'est physique, principalement physique pour la méthode de réplication. Ensuite, bon, la devise, c'est de l'euro, bien entendu. On a la volatilité qui est très importante à prendre en compte parce que plus il y a de la volatilité, plus on va avoir des variations importantes. Donc, ça, c'est important à prendre en compte. Mais voilà, on peut voir que selon les ETF, c'est plus ou moins stable. C'est entre 14 et 15% de volatilité. Au niveau de la date de première cotation, c'est assez ancien, hein, voilà, entre 2000 et 2015. Ça verse en général donc par an ou par trimestre, tout simplement pour ces ETF. Ensuite, on peut y retrouver les fiches d'information, donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, les documents et les prospectus. Donc on va voir tout ça pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble. Donc là, nous avons la fiche d'information. Donc ça ressemble à ça. C'est tout simplement une fiche qui reprend toutes les informations de l'ETF. Donc on a le risque, donc comment il s'appelle, hein, donc InShareCore Eurostock 50, il verse, donc il est distributif. On a les principaux avantages, une exposition aux 50 plus grosses sociétés de marché développées de la zone euro, un investissement direct dans les sociétés de premier ordre représentatifs des leaders de la zone euro, une exposition régionale et des sociétés à grande capitalisation du marché, la date de lancement de l'action 27 décembre 2000, on a le code ISIN, la devise, le ratio total, du coup distribution, l'actif net en catégorie, on a vraiment toutes les périodicité de distribution 4 fois par an. Donc voilà, on a vraiment toutes les informations. On peut voir un petit peu la performance de l'année civile. Donc l'action versus l'indice de référence. On peut voir que l'indice de référence se fait battre par l'action, par l'ETF en lui-même, tout simplement. Donc c'est plutôt bon signe. Voilà. Croissance de 10 000 euros hypothétique depuis le lancement. Donc si on avait investi 10 000 euros actuellement, il vaudrait pratiquement 30 000 euros. Donc franchement, bon allez, il faut compter presque 30 ans, hein, on peut compter 10 000 euros pour une décennie. C'est pas dégueu, mais il y a mieux, hein. Après, on rappelle, c'est la zone euro. Euh, et ensuite, on a la performance annuelle cumulée. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble pour ceux qui n'avaient jamais fait de tour là-dedans, vous voyez un petit peu. Ensuite, on a le document d'information clé, qui, pareil, est un autre document qui reprend d'autres informations, euh, qui reprend des informations qui sont ressorties dans le document précédent. On a les coûts totaux, l'impact des coûts annuels, hein, comme je vous l'ai dit, les ETF ont des frais. Et là, en l'occurrence, eh bien, si vous sortez après un an, vous avez 310 euros de frais, soit 3,1%. Si vous sortez après 5 ans, voilà. Donc en fait, voilà, il y a des frais euh, et c'est pris en compte là sur un investissement à 10 000 euros. Donc c'est important de le prendre en compte tout de même parce que les frais, comme je vous l'ai dit, ça mange un petit peu de performance. Mais après, si vous avez un bon ETF, eh bien théoriquement, voilà, c'est pas les frais qui vont plomber votre performance et votre croissance, hein, tout simplement. Et là, on a le dernier document avec toutes les informations de l'émetteur, le nom, l'adresse, etc., etc. Bref, on a fait le tour à ce niveau-là, vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemble. Ensuite, on a les statuts juridiques, pour ceux que ça intéresse, avec les conseils en placement, les banques dépositaires, la fin de l'exercice. On a le statut fiscal, donc voilà, où est-ce qu'il est situé, et on a les détails de réplication. Donc là, il y en a qui ont des prêts sur titre et d'autres non. Donc qu'est-ce que veut dire le prêt de titre? Le prêt de titre ou security lending dans un ETF PEA à dividende signifie que l'émetteur de l'ETF prête des actions détenues par le fonds à des investisseurs institutionnels, banques, hedge funds, contre une rémunération, ce qui génère un revenu supplémentaire pour le fonds. Ce que cela implique concrètement, l'objectif, réduire les frais de gestion ou augmenter le rendement des ETF grâce aux frais de prêt perçus, donc c'est plutôt positif. Rémunération, l'emprunteur paye une commission mensuelle au prêteur ETF. Dividendes, oui, vous continuez à percevoir les dividendes même pendant le prêt. L'emprunteur verse une compensation équivalente aux dividendes. Garantie, l'emprunteur doit fournir une collatérale garantie, actions, obligations ou espèces généralement 102 à 105% de la valeur des titres prêtés
Risque de contrepartie, les risques que l'emprunteur ne rende pas les titres atténués par le collatéral. Voilà, tout simplement. Donc vous avez une idée un petit peu globale de ce que c'est, de ce que ça signifie. Ensuite, nous avons donc les positions des ETF, de l'indice, les 10 principaux positions des différents ETF. Donc on a en fait, voilà, c'est presque la même chose à chaque fois, hein. ASML, Total, Segment, SAP, Banco. On a du Total Energy, du Schneider, du Nestlé. Voilà, donc pas mal d'actions de très bonne qualité. Et vu que finalement c'est le même secteur, finalement on va retrouver la même chose à chaque fois. Euh, donc en fait, après, qu'est-ce qui va faire que vous allez choisir un ETF versus un autre? Ça va être la performance, ça va être l'ancienneté du fonds, ça va être la capitalisation, ça va être le rendement, parce on l'a vu, hein, au début, on va remonter après, mais il y a des ETF qui marchent beaucoup plus que d'autres, alors que pourtant ils sont sur la même ligne directrice. Donc ça, c'est voilà, plusieurs paramètres qui font que, mais on va le voir après. On a les différents pays, mais ça c'est les mêmes, hein, sans grande surprise. Les secteurs, pareil, hein, c'est toujours la même chose qui ressort. Certes, services financiers qui fait monter la croissance, l'industrie de la technologie, les biens de consommation. Au niveau des rendements, on a un petit aperçu juste ici avec, voilà, bon, on n'a pas tout parce qu'il y en a 20 quand même, mais on va dire, on va prendre les 6 premiers. On peut voir que les rendements et la croissance est quand même très important. Et on peut voir que la volatilité, voilà, là c'est en baisse, mais c'est pas non plus, on fait pas des moins 30%, tu vois. Donc c'est quand même assez stable à ce niveau-là. Là, on peut ensuite voir les dividendes, donc un petit peu, donc c'est le montant que vous allez percevoir par an et par trimestre. Ça dépend du nombre de fois que vous percevez le dividende, de la distribution en elle-même. Donc il y a des ETF qui versent des dividendes plus importants que d'autres. Mais ce qu'il faut prendre en compte, en fait, c'est pas le dividende en lui-même, à part si vous faites du crédit lombard. Dans ce cas-là, il faut rembourser rapidement. Mais le plus important, d'après moi, c'est quand même le rendement actuel du dividende. Plus le rendement est important, mieux c'est. Parce que avoir un gros dividende, mais avoir un rendement qui est faible, finalement, c'est pas terrible. Alors là, après, par rapport à ce qu'il propose, c'est pas dégueu, parce que moi, en tête, on va dire instinctivement, je pensais avoir un portefeuille de dividendes, si un jour, un portefeuille d'ETF dividendes, si un jour j'en crée un, entre 4 et 6% de dividendes. Ça me paraît intéressant, et surtout ça me paraît tenable sur le long terme. Alors là, je parle pour un portefeuille diversifié qu'on pourrait retrouver sur un compte titre, mais là, on peut se rendre compte que sur un PEA, il est possible, si on choisit des ETF intelligemment, de se faire un portefeuille avec un rendement d'au moins 4%. Ça peut se faire. On peut le voir, hein, il y a des ETF qui proposent même du 4,23%. Donc il faut bien entendu surpondérer ces ETF-là si on veut arriver à ce rendement-là. Mais voilà, c'est faisable. Sinon, on reste sur du 3-4%. C'est qu'on va comparer un petit peu les différents diagrammes. Donc là, il y a un diagramme en forme de barre. Et je trouve que c'est vachement bien parce que ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Donc là, l'avantage, c'est on a tous les ETF. Tu vois, ici, on les voyait pas tous. Enfin, on les voyait, mais c'était un peu fouillis, hein. Et là, on a vraiment tous les ETF bien visibles avec les différentes croissances, les rendements qu'ils ont, et c'est juste incroyable, les croissances. Donc on peut voir qu'en première position, on a le InShare Stock Bank 3015 en première position. Ensuite, on a le Amundi FTS Mind UCIT. Ensuite, en troisième position, nous avons le InShare Europe Dividend, etc., etc. Donc là, ça vous donne une petite idée des ETF que vous devez acheter potentiellement. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais voilà, ce sont des ETF qui marchent très très bien. N'hésitez pas à screen ceci et ensuite à sélectionner vos ETF en fonction d'eux. On a aussi le diagramme risque de rendement. Donc bien entendu, plus le rendement est important, plus le risque est en équivalence, hein, c'est juste logique. Et là, on a la heatmap qui montre un petit peu la croissance et surtout le nombre de fois que vous avez des croissances positives versus négatives. Donc il y a plus de vert que de rouge. Après avoir fait le tour bien, des différents ETF dividendes sur PEA via Just ETF, on va donc maintenant passer sur Claude. Comme à chaque fois, là, j'aime bien faire un petit schéma. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Claude de me faire, via tous les ETF présents ici, de me faire le portefeuille ultime, voilà, qui serait le meilleur portefeuille, voilà, qui serait le meilleur portefeuille d'ETF dividendes à avoir sur PEA si on voulait se verser des revenus passifs. Et donc, il a pris en compte l'historique, on va dire, de la croissance. Parce qu'en fait, je lui avais demandé une première fois, sauf qu'il m'avait donné des chiffres astronomiques qui n'étaient pas du tout réalistes parce qu'ils étaient basés sur les années 2025-2026, donc qui sont des années exceptionnelles. Mais voilà, donc j'ai un peu détaillé le propos en lui demandant voilà, de me faire la liste des meilleurs ETF que je devais avoir dans mon portefeuille en se basant sur l'historique depuis leur création.
Donc il m'a sorti ça tout simplement, donc avec un départ initial de 10 000 € sur une durée de 30 ans. On a le GAGR pondéré réel de 8,37%, moyenne depuis la création, donc c'est le rendement moyen. La valeur au bout de 30 ans serait de 111 577 €, scénario central, donc c'est j'imagine une moyenne, et le multiple serait de x11 par rapport au capital initial. Au niveau des ETF qu'il a sélectionnés, donc les voici. On a InShare Eurodividende, donc il a été créé depuis 2005. Le TER, donc 0,4. Donc ça va, c'est pas trop cher. Catégorie dividende zone euro, le point 22% du portefeuille. Voilà, on peut voir un petit peu donc les rendements. Après, on a le X-Tracker Euro Stock Quality, donc des dividendes de qualité. On a le SPDR S&P Euro Dividende Aristocrate. Donc là, ce sont des actions qui passent des dividendes aristocrates. Ensuite, nous avons du Vanguard FTSE Dev Europe 10. Donc de toute façon, ça vise toujours le même secteur Europe et France, puisque ce sont des ETF eh bien, pour le PEA, hein, bien entendu. Donc au niveau de la zone, ça bouge pas trop. Mais on va dire que ce qui bouge, c'est voilà, on a des entreprises qui vont être plus ou moins grosses, petites, moyennes, des actions qui versent des dividendes depuis longtemps, d'autres depuis moins longtemps, des actions qui versent de gros dividendes, d'autres moins. Bref, c'est à ce niveau-là que ça pondère et c'est à ce niveau-là que du coup on peut se constituer un portefeuille, on va dire, assez bien diversifié de cette manière, si je puis dire. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas avoir d'ETF monde, d'ETF MNJ Market ou encore même de ETF américains qui versent des dividendes, en tout cas sur le PEA. Voilà un petit peu, donc du coup, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. Donc, au bout de 30 ans, si on est pessimiste, donc c'est-à-dire que la performance n'a pas vraiment fait son travail, on se retrouve avec un portefeuille de 73 448 €, donc ce qui fait du coup un petit rendement de 6,87%. Donc ça fait un x7 sur l'investissement initial. Pour on va dire, l'hypothèse moyenne, donc ce qui est le plus probable d'arriver, hein, normalement, on devrait se retrouver avec un patrimoine de 111 557 €, donc ce qui fait un rendement de 8,37% par an, ce qui fait un multiple de x11. Et dans le cas où c'est vraiment optimiste, donc c'est-à-dire que l'Europe, voilà, on va dire l'Europe se bat pour sa survie et surtout pour concurrencer, faire partie des meilleurs, hein, la Chine et les États-Unis, eh bien, on se retrouve avec un patrimoine de 168 527 €. Donc, ça fait un rendement de 9,87% et un x17 sur l'investissement initial. Tout simplement. Donc, ça, c'est le portefeuille. Tac, on peut voir l'explosion du portefeuille. Au niveau des dividendes annuels estimés, au début, on va se recevoir plutôt 379 € la première année, la deuxième année 411, etc. Et puis au bout de la 30e année, ça sera 3 905 €. Donc c'est pas énorme, hein. Franchement, c'est pas énorme. Mais on rappelle, hein, c'est un investissement avec 10 000 € initial. Je suis parti là-dessus parce que je me dis que c'est clairement la somme, on va dire, la plus accessible aujourd'hui. Hein, j'aurais pu mettre 50 000, mais ça prend beaucoup plus de temps à les avoir. 10 000, en 1 ou 2 ans ou 3 ans, on peut espérer les avoir. Donc voilà. Et ça, c'est sans prendre en compte, vous l'aurez constaté, sans prendre en compte un DCA ou un lump sum potentiel. C'est vraiment, tu investis 10 000 € et puis tu laisses couler. Donc autant vous dire qu'avec 10 000 €, vous arrivez potentiellement à 111 000, donc 1 fois 11 au bout de 30 ans. Mais si vous faites du DCA derrière, et si vous investissez plus, bien entendu, le montant sera beaucoup plus important. Donc voilà, on peut constater, voilà, si on compare les scénarios, que bien entendu, voilà, plus, euh, plus le rendement est important et plus le patrimoine à la fin est important. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. On a vu ensemble un petit peu les différents ETF dividendes qui existaient sur PEA et qui étaient disponibles. Donc voilà, moi actuellement j'ai pas cette stratégie parce que je suis jeune, j'ai 23 ans et donc je vise full croissance pour dans le futur effectivement partir sur une stratégie dividende, mais c'est clairement pas tout de suite. Ça sera dans le futur et surtout quand ça sera le moment, je ferai en une seule fois. Je ne ferai pas entre guillemets ce que je considère comme une erreur, mais qui peut ne pas être considéré comme une erreur pour certains, pour d'autres personnes, l'erreur qui serait de commencer à convertir en dividende petit à petit. Non, moi le jour où j'ai envie de convertir en dividende, je le fais en une seule fois, YOLO, je fonce. Pourquoi? Parce que en fait, le temps que tu prends à convertir petit à petit ton patrimoine en ETF dividende, tu vas perdre du temps. Donc autant le convertir en une seule fois, et puis comme ça, voilà, tu perds pas de temps et on va directement dans le vif du sujet. Ça, c'est ma stratégie, ma manière de voir les choses. Chacun est différent et c'est surtout par rapport à ses émotions et par rapport à la manière dont on a de gérer notre argent que vos choix doivent se faire. Si vous êtes stressé à la moindre petite variation de marché, eh bien, il faut que votre stratégie soit en corrélation avec vos émotions. Sinon, vous risquez de faire de grosses erreurs.
Et au niveau des stratégies, le plus important, c'est d'avoir un plan de repli. Un plan de repli, ce que je veux dire, c'est que par exemple, moi, au départ, j'avais pas vraiment de stratégie, si ce n'est que je voulais capitaliser parce que tout le monde disait qu'il fallait capitaliser. En réfléchissant, je me suis dit, c'est pas bête parce que je suis jeune, donc effectivement, il faut que je le fasse. Mais il y a bien un moment ou l'autre où il va falloir convertir une partie de son patrimoine ou l'entièreté en dividende pour vivre. Parce que finalement, si on a de l'argent mais qu'on n'y en profite pas, c'est pas intéressant. L'avantage des dividendes, c'est qu'on peut l'allouer sur d'autres classes d'actifs ou tout simplement vivre. Donc acheter des courses, faire des voyages, acheter une belle voiture, prendre une voiture à crédit par exemple, ça peut être plus intéressant que acheter une voiture comptant. Et donc utiliser les dividendes pour rembourser le crédit, ça c'est vraiment intéressant et on peut le faire, tu vois. Donc il y a plein de choses à faire, mais c'est une stratégie à mettre en place. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis si vous voulez avoir une stratégie de dividendes sur PEA, et bien voilà, grâce à cette vidéo, vous avez une idée globale de ce que ça peut donner. Bref, et voilà les amis, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, peace!